Soyez donc les bienvenus, chers amis. Vous êtes dans Quoi de neuf et vous savez, donc nous sommes en période électorale. Donc c'est une émission Quoi de neuf spéciale élection CTM 2021. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Marcellin Nadeau. Monsieur Marcellin Nadeau, soyez le bienvenu et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Jean-Jacques. Comment vous vous sentez, comment vous vous portez après quelques semaines, peut-être même quelques mois sur le terrain? Oui, ça n'est pas de tout repos, mais c'est exaltant en même temps, quoi. Je veux dire que nous sommes déterminés au combat. Donc, et puis c'est vrai que ça permet aussi de faire de la route et de rencontrer des gens et d'aller vraiment au fin en Tchèpéia, quoi. Et je pense que ça, c'est le côté exaltant, mais c'est vrai que bon, c'est aussi un peu de fatigue, mais c'est normal. Comment vous avez mené alors, il y a eu des résultats. On va rappeler les résultats de la liste menée par... Parce que je veux dire, co-menée, ça se dit pas. Menée non, par... c'est la liste conduite par Jean-Philippe Nilor, avec 4 têtes de section, voilà, dont Marcellin Nadeau sur le secteur nord. Avec Jean-Philippe Nilor. Et Samuel Tavernier au centre-atlantique, voilà. Et Pascal Mouyès à Fort-de-France. Alors on peut reprendre? Non, c'est d'abord Jean-Philippe Nilor, tête de liste, qui est par ailleurs tête de section du Sud, et moi-même Marcellin Nadeau, tête de section du Nord, Samuel Tavernier, tête de section du Centre-Atlantique, et Pascal Mouyès, tête de section pour Fort-de-France. Bien. Alors, 11 455 voix. Mm-hmm. Ça fait 12%. Oui, c'est ça. Un peu 12%, 12,02% de voix. Et vous vous attendiez à ce score satisfait? Au contraire, vous regrettez? Non, vu non, le travail effectué sur le terrain. Comme qui dirait rien de rien, on ne regrette rien. Vu les espoirs que vous Non, avez. je pense que c'est un... Alors, on aurait pu faire mieux, bien évidemment. Ça aurait été mieux que nous soyons... que nous ayons eu raison de la bipolarisation en étant placés ou en première ou en deuxième position. Ça aurait été bien mieux. Cela étant, bon, on n'a pas non plus à rougir de très beaux scores, d'une très belle performance. Et ce que je veux dire, c'est que on est quand même un jeune parti. Nous avons su, d'une part, dans un premier temps, rassembler beaucoup de forces politiques. Je rappelle qu'avec le RDM, nous rassemblons autour de nous près de 9 forces politiques martiniquaises, des mouvements citoyens, etc. Je dois avouer quand même que nous aurions souhaité, en termes de rassemblement, rassembler encore beaucoup plus, parce qu'on sentait émerger, par rapport à cette bipolarisation qui dure depuis de longues années, on sentait émerger effectivement ce qu'on pourrait appeler une offre politique nouvelle. Et nous aurions il y en a eu, il y a 14 listes. Oui, c'est ça, mais au-delà des habituels, il y avait quand même une offre politique nouvelle. Mais les Martiniquais pouvaient mais elle était trop émiettée, elle était trop atomisée, et ça a permis, à mon avis, en plus de l'abstention, effectivement, ça favorise un petit le maintien quelque peu, même s'il est bousculé, on y reviendra, de ce que nous appelons la bipolarisation entre ces deux gros mastodontes que sont le MIM et le PPM. Alors, vous parlez de bipolarisation. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire, mais vous parlez de bipolarisation, Monsieur Nadeau. Mais sachez quand même que ce sont des gens qui sont là de façon très démocratique. Non, mais je ne dis pas. Bien sûr, tout est démocratique. Parce que vous reprochez à qui soit là? Non, on ne reproche rien. Parce qu'il n'y a pas d'autres politiques, mais si c'est ce que les Martiniquais veulent. Non, mais ce n'est pas ce que les Martiniquais veulent forcément. Ce que je veux dire, c'est que c'est une réalité. C'est une réalité. Je pense qu'il faut en sortir. Et nous, ce que nous faisons, c'est ce travail de conviction. Nous essayons de convaincre les Martiniquais de la nécessité de sortir de cette bipolarisation. Cela étant, je crois que, d'une part, l'abstention a joué en faveur de la bipolarisation. Mais ce qu'il faut dire, je pense que on peut peut-être renverser un petit peu la tendance lors du second tour, mais nous verrons. Donc l'abstention l'a favorisé, mais il faut dire quand même que cette bipolarisation était bousculée. Elle était bousculée pour la simple bonne raison qu'il n'y a pas que 2 finalistes, comme en 2015, ou comme lors des régionales passées. Ouais. Il y a quand même 4 finalistes. Ça veut dire quelque part, même si elle se maintient plus ou moins, encore que les 2 pôles ont perdu en nombre de voix, mais il faut dire quand même que il y a 2 autres challengers et ça fait qu'on peut dire qu'elle est un peu chahutée, la bipolarisation, mais on est sur la bonne voie, mais peu mieux quand même, peu mieux. Et donc vous comptez sur ça pour vous relancer peut-être, on ne va pas parler des autres élections, mais en tout cas, il y a une certaine prise de conscience pour peut-être briser cette
bipolarisation depuis plusieurs Oui, années. nous estimons que on a besoin en fait que bon, alors, on parle de pacifier le pays, c'est une évidence. Mais avant de pacifier le pays, il faudrait déjà pacifier dans son fonctionnement, dans la teneur des débats démocratiques, pacifier cette collectivité qui est la collectivité majeure de la Martinique. Et je ne crois pas que si nous avons d'un côté un pôle qui est majoritaire complètement et l'autre pôle qui est de l'opposition avec quelques membres des autres formations, ça n'est pas la bonne configuration. On risque de voir une CTM encore bloquée. Non, mais si vous avez les deux pôles, vous les connaissez, c'est d'un côté une alliance autour du MIM, de l'autre côté une alliance autour de PPM. Si nous avons l'une ou l'autre de ces alliances majoritaires avec l'une ou l'autre de ces blocs opposants principaux, on risque d'assister à des joutes qui ne seront pas très favorables, je vais dire, à la pacification nécessaire du fonctionnement de la CTM pour tendre vers l'efficacité des politiques publiques dans l'intérêt des Martiniquais. Alors, qu'est-ce que vous proposez? C'est jamais c'est ce qui se passe. J'aurais préféré que ce soit nous, que nous soyons majoritaires. C'est dimanche, les élections sont dimanche. Non, mais oui, on travaille à ça. Ah ben voilà, que nous soyons vous. Oui, mais oui, bien sûr, on travaille à ça. Nous aurions préféré que ça soit nous, parce que nous sommes sûrs qu'avec nous, les mœurs politiques vont changer, il y aura plus de bienveillance vis-à-vis des opposants, plus de compréhension, on sera plus dans l'intercompréhension et dans la détermination à faire travailler tout le monde autour de majorités d'idées pour servir le peuple martiniquais et les populations de notre pays. Alors, on a assisté en 2015 à une alliance, et là, on a 4 candidats en finale, et on a l'impression qu'il n'y a pas d'alliance. On n'a pas cherché à vous contacter, pays. Non, personne ne nous a vraiment contactés. Est-ce que vous avez contacté d'autres formations politiques? Non, pas vraiment. On a passé un coup de fil à des personnes différentes pour faire un petit point de la situation, notamment, surtout, en particulier, aux candidates et candidats qui, n'ont pas été malheureusement qualifiés, malheureusement pour eux. Mais on n'a pas cherché... On n'a pas cherché à contacter Catherine Conconne? On a eu un contact avec elle, mais plus pour faire un point de la situation. Mais il n'y a rien qui a été concluant du point de vue d'une alliance, quoi. On n'a même pas discuté des conditions d'une évolution de l'alliance. Donc, ça veut dire que l'alliance, de part et d'autre, n'a pas été vraiment envisagée. Ah d'accord, donc vous avez appelé juste comme ça. Vous avez appelé le... Oui, c'est bon de... Non, c'est bon de... Non, on n'a pas appelé M. Marie-Jeanne. Donc vous devez faire un petit point aussi, M. Nadeau. Mais pourquoi l'appeler Vous avez appelé ça dit que notre dessein fondamental, c'est essayer effectivement, ça a toujours été, de rassembler l'offre politique nouvelle. Et c'est ce que nous avons dit. Au départ, nous avons voulu le faire. Des candidats ont pensé qu'ils pouvaient effectivement peut-être attendre le deuxième tour, pensant passer le cap des 5% pour pouvoir éventuellement créer cette dynamique. Malheureusement, ils n'ont pas pu passer ce cap-là. Donc, les deux listes qui se retrouvaient en dehors de la bipolarisation habituelle, c'était la nôtre et celle de Catherine Conconne. Donc nous avons bien évidemment appelé Catherine Conconne pour faire un point, comme nous avons appelé celles et ceux qui n'avaient pas été malheureusement qualifiés. Voilà. Mais nous nous trouvons effectivement à dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que les Martiniquaises et les Martiniquais, en nous plaçant à la 3e position, ont considéré que nous étions peut-être l'alternative la plus crédible à l'alternance habituelle entre MIM, PPM, PPM, MIM. Et je crois que ça, c'est important. Et c'est à partir de notre mouvement, à partir de notre dynamique, à partir d'Ensemble pour Pays Nous, qui est déjà un grand rassemblement, que nous pouvons offrir, et ça n'est pas perdu, je veux le dire, aux Martiniquaises et aux Martiniquais, nous avons encore foi dans l'avenir et nous pensons qu'il est encore possible de renverser la tendance et de permettre à l'émergence de cette force politique nouvelle capable de porter un projet dans l'intérêt du pays et attaché aux préoccupations vraies, concrètes des Martiniquaises et des Martiniquais. Monsieur Nadeau, je sais que vous étiez sur le terrain, toute l'équipe, les 64 personnes plus d'autres, sur le terrain de toute la Martinique. Donc vous avez rencontré des Martiniquais, mais leurs préoccupations, vous avez retenu quoi de tout ça? Ils attendent quoi, les Martiniquais, des politiques? Parce qu'on a quand même 70% environ de Martiniquais qui ne sont pas allés voter. Non, c'est vrai qu'il y a une forme de défiance, il ne faut pas se le cacher. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je trouve que le fait que certaines personnes, parce qu'on avait compris qu'il y avait une défiance et qu'il y avait une sorte de déception, une désillusion par rapport à la politique et la capacité, surtout des élus, à améliorer la vie des gens concrètement. Les gens ont perdu une certaine forme d'espérance. Et c'est pour ça qu'il faut réenchanter ça, nous l'avons compris très bien. Mais je pense que la division, fondamentalement,
n'aide pas à la mobilisation des gens. La division favorise la démobilisation. La division favorise donc l'abstention d'une part. Il y avait trop de listes. Alors je suis pour la démocratie. D'aucuns ont parlé de vitalité démocratique. Mais sauf que les gens ne s'y retrouvaient plus. Et c'est dommage. Parce que face à cette logique de bipolarisation, nous avions la possibilité de fédérer ces forces correspondant à l'offre politique nouvelle. Mais bon, malheureusement, nous n'avons pas pu fédérer, pas parce que nous ne voulions pas, mais plutôt parce que les autres n'étaient pas très chauds. Donc, c'est dommage. Mais aujourd'hui, bon, il faut faire avec. Hein. Nous sommes dans la réalité qui fait que nous sommes en troisième position, derrière le PPM d'une part et le MIM d'autre part, et que nous pensons que nous avons ce privilège de pouvoir être cet espoir, cette espérance, cette capacité de réenchanter la politique. Et c'est pour ça que nous sommes déterminés à mobiliser les Martiniquais et les Martiniquais le dimanche 27 pour les faire voter et pour renverser la tendance, parce que ce serait salutaire et parce que c'est une aspiration profonde des Martiniquais et des Martiniquais. Je n'ai pas trop compris, mais vous êtes en train de dire que la bipolarisation, ce n'est pas quelque chose de sain, ça fait trop longtemps, et en même temps, vous dites il y a trop de listes. Non, mais justement, parce que la bipolarisation... il y a trop de listes au premier tour, vous l'avez bien compris. Sauf que la plupart ont été éliminés. Heureusement qu'il en reste 4, il aurait pu en rester 2. Donc finalement, un excès de listes au premier tour, ça sert la bipolarisation au second tour. Les restes d'Imonet, comme on dit en créole, vous avez au moins 2 en plus des deux premiers, mais on aurait pu avoir que ces 2-là. Et je crois que c'est dommage. Alors que si nous avions, et nous le disons très fermement, si nous avions pu fédérer toute cette offre politique nouvelle avec des gens très intéressants, enfin, il y a toutes les listes qu'on a vues, Philippe Joc, Madame Bellé, oui, mais pourquoi oui, même Bérisson. Je pense que nous aurions pu effectivement chahuter très fortement cette bipolarisation et offrir des perspectives nouvelles au peuple martiniquais. C'est ça qui nous intéresse. Alors, vous ne m'avez pas répondu à propos de votre ressenti, de ce que vous avez retenu, de ce que les gens souhaitaient, parce que vous étiez sur le terrain. Non, les gens, mais je vous ai... Ils veulent exactement. Ils veulent exactement quoi, parce que les gens, ils pensent à leur vie quotidienne. Parce qu'on ne tient pas assez compte de ce qu'ils veulent. Toussaint, les gens ne sont pas si dépolitisés que vous le croyez. Non, les gens sont... C'est normal. La préoccupation des gens, c'est leur quotidien. Mais les gens savent pertinemment, ils connaissent. Alors, il y a une défiance par rapport aux politiques, pas parce qu'ils pensent qu'on ne peut rien faire de la politique, mais parce qu'ils pensent que les élus, en général, ne tiennent pas leurs promesses, que les élus, en général, font preuve de trop d'inefficacité, mais c'est pour ça. Mais ils restent conscients de la nécessité, tout en étant conscients également des limites de la CTM, parce qu'il ne faut pas faire croire qu'avec la CTM, c'est la panacée, mais ils sont conscients quand même de cette possibilité. Mais ce qui les désespère, c'est de voir justement, ils ont l'impression que les politiques publiques mises en œuvre, que les élus, que leurs élus ne répondent pas toujours à leurs préoccupations et leurs soucis et leurs besoins et leurs aspirations. On peut expliquer cette abstention comme ça? Oui, bien sûr, j'en suis convaincu. Maintenant, ce qui nous appartient de faire, alors bien sûr, le problème c'est que on a tendance à mettre tout le monde dans le même pot, mais ce qui nous appartient de faire, c'est d'expliquer aux Martiniquaises et aux Martiniquais qu'il y a un système politique, qu'ils ont fait confiance à des gens, qu'ils sont déçus, mais qu'il y a des gens qui sont prêts à relever le défi de politique publique efficace, de la participation citoyenne et de notre capacité à répondre concrètement à leurs préoccupations en matière de santé, en matière d'accompagnement des personnes âgées, en matière d'attractivité de notre pays et de perspective de notre jeunesse, notamment sur la question d'une proposition, d'une priorité à l'embauche des Martiniquais et des Martiniquais à compétences suffisantes, etc. Donc je pense que les gens peuvent le comprendre, ils sont prêts à le comprendre, parce que c'était pas facile. Lorsqu'on voit arriver, émerger une force politique comme PIA, qui est un jeune parti politique, et qui en arrive quand même à d'une part être qualifié, parce que c'était pas gagné, et d'autre part à nous retrouver en troisième position, même si je le dis, nous aurions préféré faire mieux en étant ou deuxième ou premier, mais je crois que nous avons relevé un sacré défi, et c'est un début de commencement, une amorce de ce que les Martiniquaises et les Martiniquais comprennent, la nécessité d'un renouvellement de ce qu'on pourrait appeler la classe politique pour aller vite, parce qu'ils savent que c'est aussi un gage de transformation réelle, concrète de notre pays. Alors vous dites certainement que vous allez pouvez renverser la situation, pourquoi pas. Et donc, ce serait quoi le premier projet à développer, ce serait quoi? Mais avant ça, je vais vous poser une question. Donc, vous arrivez à la CTM, vous êtes dans l'opposition, donc il y a une liste qui est élue, soit une dame ou un monsieur, peu importe la personne qui sera élue.
et vous serez 3. Donc, ils ont gagné les élections, ils sont arrivés premiers, mais ils n'ont peut-être pas atteint les 35%. Ça veut dire que le jour même de la mise en place de l'élection du président de l'exécutif, peut-être qu'il va leur manquer des voix. Donc, est-ce que vous allez vous mettre ensemble, les 3 personnes qui ont perdu, pour faire tomber cette liste, ou bien cette personne qui aura été élue, choisie par la majorité des personnes qui auront voté? Alors, lorsque je disais que, même si elle n'a pas été suffisamment chahutée, mais que la bipolarisation l'a été quelque peu, c'est cette perspective-là aussi. Il faut dire aux Martiniquais, bien sûr, il faut se mobiliser pour renverser la tendance, mais si par extraordinaire, cette tendance n'était pas renversée, nous pourrions envisager effectivement une assemblée avec moins d'hégémonie. Et c'est une très bonne chose. Avec l'obligation peut-être effectivement de composer une majorité plus réelle, plus ouverte. Et on changerait de culture politique. Ce serait effectivement, ne serait-ce que pour ça, ce serait intéressant de voir, bien sûr qu'il y a la prime des 11 sièges, mais même avec la prime des 11 sièges, ça donnerait une répartition qui nous permettrait de sortir, y compris de l'Assemblée, de cette opposition frontale entre d'un côté une majorité et de l'autre côté une minorité homogène. Une majorité et une minorité plurielle, etc., avec une majorité moins forte qu'elle ne l'a été jusqu'à présent, c'est peut-être l'occasion d'avoir une assemblée plus sereine, plus pacifiée, avec des débats plus intéressants et qui seraient effectivement favorables à des politiques publiques plus efficaces. C'est au cas où vous ne seriez pas élu. Non, mais nous serions élus. Oui, enfin, nous ne serions pas majoritaires. Voilà, c'est ça. Nous ne serions pas majoritaires. Oui, alors, donc vous seriez... Non, mais c'est ce que je vous dis. Écoutez bien ce que je dis. Je dis, si notre objectif, c'est de renverser la tendance. Si par extraordinaire, nous ne pouvions renverser cette tendance et que nous étions dans une assemblée, nous aurions peut-être la possibilité aujourd'hui, parce que vous auriez une opposition plus forte et une majorité un peu moins forte, eh bien, nous aurions la possibilité d'avoir une assemblée peut-être plus pacifiée, plus plurielle, et ce serait peut-être un gage d'efficacité des politiques publiques, parce qu'il y aurait une qualité peut-être des débats le permettant. Oui, je peux le voir également comme ça. Vous le voyez comme ça. Mais la population peut se dire, mais on ne va pas comprendre. Nous votons en majorité, en majorité, c'est eux qui sont élus. Et pour Kimonia, ce n'est pas eux qui ni la tête de l'exécutif. Non, c'est-à-dire que je ne vais pas jusqu'à parler. Il est évident que la liste qui va sortir en tête, même si c'est la majorité relative, avec la prime des 11 points, elle aura la possibilité. Non, mais elle aura la possibilité d'avoir, à mon avis, et le président du conseil exécutif, voire même le président de l'Assemblée. Mais c'est pas que ça. C'est pas garanti, monsieur Nadeau. Ça m'étonnerait que ça soit pas garanti, parce qu'il y a la prime des 11 sièges, ça veut dire qu'il y aurait plusieurs tours. Il y aurait plusieurs tours pour l'élection du président. C'est à plusieurs tours. Mais au final, ayant la majorité relative, il pourrait franchement avoir le jeu. Mais c'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, en fait, c'est après le poids des différentes forces au sein de l'Assemblée, et ça peut ouvrir les perspectives d'un débat politique au sein de l'Assemblée plus apaisé, mais qui pourrait entraîner plus d'intercompréhension, et ça pourrait être aussi favorable à l'efficacité des politiques publiques. Parce que ce qu'attendent les Martiniquais, c'est qu'il y ait de bonnes décisions qui soient prises, avec un bon processus décisionnel, de manière à avoir des solutions efficaces à leurs problèmes. Alors, qu'est-ce que vous proposez déjà d'entrée si vous êtes élu? Vous serez certainement élu, peut-être, parce que la tendance peut être renversée. Alors, qu'est-ce que vous proposez dès que vous arrivez au pouvoir? Alors, nous avons première chose, le premier grand projet. Oui, mais il faut arrêter de dire le premier grand projet, parce que c'est pas la réalité. On ne sait pas. Il y a bien un projet phare. Non, moi j'ai l'habitude des assemblées, de la gestion en général. J'ai une petite expérience. Et c'est vrai que chaque fois que j'y arrivé, on s'attaque à plusieurs dossiers en même temps parce qu'on n'a pas le choix. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons bâti, en fait, un projet politique très clair. Nous avons estimé qu'il y a 8 urgences avec 8 défis à relever, avec un programme d'action très concret. Alors, je peux prendre une des 8 urgences, mais c'est toutes des urgences. Alors, la première, ça peut être l'urgence sanitaire, effectivement, parce que les Martiniquais souffrent des sargasses. Il faut absolument trouver des solutions à cela. Et il faut non seulement trouver des solutions concrètes, mises en œuvre par le soutien que la CTM pourrait apporter aux communes, mais il faut aussi que les élus martiniquais fassent corps, fassent bloc, pour avoir des exigences face à l'État français. Il y a la question de la pollution de nos sols, il y a la question de la contamination
décontamination des corps. Il y a la question de l'eau, il faut régler le problème de l'eau. Il y a la question aussi de l'offre de soins, se battre contre la désertification médicale dans certaines parties du territoire martiniquais, singulièrement dans le nord, en mettant en place un réseau d'espaces d'offres de soins de santé. Il y a aussi l'urgence alimentaire à travers une réorientation de notre modèle agricole pour aller tendre vers une agriculture nourricière, vers aussi une pêche nourricière, en structurant la filière pêche, en structurant la filière agroalimentaire, etc. Donc, et puis sans compter l'urgence identitaire, etc. Donc, nous avons 8 urgences. Nous ferons en sorte que, et la manière de nous organiser, on peut même envisager que nous ayons 8 commissions qui correspondent à ces 8 urgences, avec 8, et ça tombe bien, parce que vous avez un président du conseil exécutif et 8 conseils exécutifs, donc chacun des conseils exécutifs étant en charge d'une urgence, parce que nous nous engageons, quant à la résolution des problèmes liés à ces urgences, eh bien, nous nous engageons très fortement auprès des Martiniquais et des Martiniquais pour que, eh bien, ces défis soient relevés, en se disant une chose, c'est que nous n'allons pas faire pour, mais nous allons faire avec. Et ça pose le problème des formes de participation citoyenne au processus de décision. Et ça pose aussi la question de l'évaluation des politiques publiques. Il n'y a plus d'imbéciles sur la Terre. Les gens, on est tous intelligents. Et je pense qu'il faut pouvoir jouer l'évaluation en évaluant avec les gens pour savoir si, on a réussi, si on a échoué, si on a été efficace, si on a été bon, moins bon. C'est nécessaire pour réorienter les politiques publiques parce qu'au final, ce qui nous importe, c'est pas de battre l'estomac, non, ou dire je suis le meilleur, le plus beau et je fais tout bien, mais c'est que les personnes, au final, soient satisfaites et que leurs besoins soient satisfaits et que leur aspiration trouve réponse à ce niveau-là. Il nous reste 3 minutes, même pas. Comment va M. Jean-Philippe Nilor, tête de liste et aussi chef responsable de section Sud? Alors Jean-Philippe Nilor va très bien, il est reparti au combat comme nous tous, bien que je pense qu'il a été victime d'une campagne très 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 violente. Je veux dire que quand on s'en prend à sa famille, quand on s'en prend à ses proches, quand on mêle politique et affaires privées, ça n'est jamais une bonne chose. Et je crois que c'est un homme comme nous tous, et il a été particulièrement malmené par l'injure, par la haine, et ça peut générer des souffrances, mais je crois quand même qu'il a une dimension, une carapace qui lui permet de faire face, mais j'espère vraiment qu'à ce niveau-là, en tout cas, que les mœurs politiques en Martinique changeront, qu'on sortira de l'injure, de l'infamie et de la haine pour bâtir une société démocratique ouverte, de bienveillance et de respect mutuel, et c'est ça qui nous permettra d'être efficaces dans les réponses que nous devons apporter à nos populations. Alors, est-ce que, là, très peu de temps, juste nous dire ce que vous avez déjà commencé dans les 8 urgences, mais il y a autre chose. Est-ce que vous pouvez nous dire pour la Martinique, dans le programme, rapidement? Non, c'est-à-dire que nous avons bâti notre projet autour de 8 urgences, et à chaque urgence correspond ce que nous appelons des actions prioritaires. Je vais prendre un exemple. Quand on dit qu'on veut, sur les questions démographiques, parce que c'est aussi une urgence, nous capons de population, qu'on va répondre en renforçant l'attractivité du territoire, on dit qu'il faut mettre en place, par exemple, un fonds commun de placement en risque, avec notamment la Banque publique d'investissement, la BPI, et avec la CTM, la BPI comme partenaire, qui nous permettra de financer les nombreux projets que sont prêts à porter des jeunes Martiniquaises, des jeunes Martiniquais, notamment à travers le modèle des start-up. Vous voyez qu'il y a des positions concrètes. Sur la question des personnes âgées et leur accompagnement, on dit effectivement qu'il faut développer une économie, une senior économie, on dit une silver économie, ou une économie du grand âge, permettant justement de prendre en charge les besoins de ces personnes âgées, mais c'est des emplois créés, c'est une dynamique créée, c'est une dynamique économique créée. Sur la question aussi de... social, il y a les entreprises. Sur la question de l'agriculture nourricière ou de la pêche nourricière, il faut poser la question du foncier. On ne peut pas développer le modèle agricole si on ne met pas des terres à disposition de nos jeunes agriculteurs. Ça pose la question de la banque de terre, ça pose la question de la mise en œuvre de la procédure des terres en friche, sur la question de la pollution au chlordécone de nos sols agricoles. Il serait intéressant d'encourager. On a bien vu récemment qu'une jeune chercheuse martiniquaise a démontré sa capacité à proposer des solutions de dépollution. Donc, aidons la recherche, non seulement pour la dépollution des sols, mais en matière de santé environnementale, pour aider à la décontamination des corps. Vous voyez, donc,
il y a des choses, à chaque urgence correspondent des actions prioritaires très précises et qui sont évaluables. C'est-à-dire, nous disons que nous voulons faire. Quand on va arriver aux affaires, il y a ce qu'on appelle l'évaluation a priori, au commencement, une évaluation diagnostique avec les techniciens de la CTM, avec les cadres de la CTM, avec l'ensemble des agents, parce qu'il faudra revaloriser aussi les agents, leur travail, respecter les agents, ouvrir un espace de dialogue social avec eux parce qu'ils comptent beaucoup pour nous. Donc avec eux, on va faire le point sur la durée, le calendrier, l'efficacité, les moyens à mettre. Nous allons faire une évaluation également à mi-parcours, pendant, on dit, et puis au bilan, lorsque nous aurons fini notre mandat, nous ferons une évaluation finale pour voir ce que nous avons bien fait, pas bien fait, etc., pour que les autres qui viendront après, ou nous-mêmes, si le peuple nous donne la possibilité de continuer, eh bien, soit en mesure de réajuster un petit peu les politiques publiques. Alors, en attendant tout ça, nous avons les élections. Enfin, on a l'élection dimanche 27. Alors, les yeux dans les yeux avec nos amis téléspectateurs, vous allez pouvoir faire une conclusion et demander à ces personnes surtout d'aller voter. Alors, je voudrais déjà remercier les Martiniquaises et les Martiniquais qui nous ont fait confiance en ce qu'il faut dire, qui nous ont permis d'être qualifiés pour le second tour et d'être placés en 3e position. C'est-à-dire qu'ils ont fait de nous vraiment la force politique alternative, la plus crédible. Et nous disons que vraiment, nous sommes déterminés collectivement, parce que vous voyez bien, nous ne sommes pas là pour vanter des personnes, mais nous voulons travailler ensemble. Et je veux dire aux Martiniquaises et aux Martiniquais qui me font confiance, à celles et ceux qui ont voté pour moi en 2015, je veux leur dire, les yeux dans les yeux, c'est votre expression, que voter Nilor, c'est voter Nadeau. Que voter Nilor et Ensemble pour Pays Nous, c'est voter Tavernier. Que voter Nilor et que voter Ensemble pour Pays Nous, c'est voter Pascal Mouyès. Que voter Nilor et voter Ensemble pour Pays Nous, c'est voter aussi pour l'ensemble des 60 autres colistiers qui figurent sur notre liste. Oui, Martiniquaises et Martiniquais, l'heure est importante. On ne va pas reconduire le même système, le même modèle, encore pour 6 ans, 9 mois, c'est-à-dire près de 7 ans. Non, et on peut faire mieux. Oui, on peut renverser la tendance. Oui, nous pouvons encore gagner dimanche. Et même si, par extraordinaire, nous ne serions pas en mesure de gagner, vous aurez une assemblée plurielle, démocratique, ouverte, pacifiée, dans votre intérêt et dans l'intérêt de toutes nos populations, singulièrement des générations futures. Donc, le 27 prochain, Martiniquaises, Martiniquais, faites le bon choix en votant et en faisant voter pour Ensemble pour Pays Nous, la liste conduite par Jean-Philippe Nilor. Merci, monsieur Marcelin Nadeau. Donc, vous l'avez dit, Ensemble pour Pays Nous avec Jean-Philippe Nilor et puis les 3 autres têtes de section, vous pouvez les rappeler? Alors oui, avec bien sûr Jean-Philippe Nilor, tête de section du Sud, Samuel Tavernier, tête de section du Centre Atlantique, Pascal Mouyès, tête de section de la section de Fort-de-France, et moi-même, Marcelin Nadeau, tête de section pour le Nord. Merci, monsieur Marcelin Nadeau, merci Manuela, merci à tous. Prenez soin de vous, à très bientôt.